Hello, President Harris. Oh. Yeah. Ce que vous voyez ici, c'est Meryl Streep pendant un événement de campagne chez les démocrates avec Oprah et toute une brochette de vedettes. On en parle à notre panel américain avec Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel Cauger. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, un événement comme ça, on sait, Madame Oprah Winfrey, je veux dire, c'est par millions là, que les gens la suivent. Elle est vraiment une influenceur aujourd'hui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Elle a télédiffusé ça sur toutes les plateformes qu'on peut imaginer, Twitch, Facebook, YouTube, etc. Est-ce que ça peut amener quelque chose de plus que Mme Harris n'a pas déjà? Raphaël, à votre avis? D'abord, avant tout, Julie, je vous remercie. Je crois que c'est la toute première fois qu'on me présente tout de suite après avoir présenté Oprah et Julia Roberts. C'est une première. Une fois que ça s'est dit, en même temps, la comparaison peut être assez douloureuse pour le dernier présenté. Une fois que ça s'est dit, est-ce que ça peut changer quelque chose? C'est la même question qu'on posait pendant la Convention démocrate, lors de laquelle on a eu une brochette de célébrités qui sont venues sortir pour appuyer Mme Harris. À ce stade-ci de la course, je vous dirais, et l'événement d'hier, l'événement virtuel de Mme Harris en était un excellent exemple. On est vraiment dans la mobilisation de la base. On a commencé le vote par anticipation dans certains États, notamment le Minnesota. Aujourd'hui, le Michigan va suivre la semaine prochaine et on sait historiquement, c'est assez intuitif, là, que les électeurs, les électrices qui tendent à être les plus partisans sont aussi ceux qui sont les plus susceptibles d'aller voter rapidement par anticipation. On veut d'abord et avant tout galvaniser les partisans convaincus. Dans la mesure où, à la marge, ça peut peut-être jouer, la réponse sera « on verra ». Alors, vous avez vu Meryl Streep là, faire un peu semblant, finalement, de se tromper en l'appelant Madame la présidente Harris et faire « oups » après. Mais il y a eu un autre moment comme ça où j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, cette fois-ci, c'est Madame Harris qui parle des armes à feu, qui dit ce qu'elle ferait, elle, si elle en avait... Bien, elle dit qu'elle en a une, en fait, mais jusqu'où elle est prête à aller avec une arme comme ça? On va l'écouter. I'm a gun owner. Tim Walz is a gun. I did not know that. If somebody breaks in my house, they're getting shot. Yes, yes. I hear that. I hear that. Probably should not have said that. But my staff will deal with that later. Bon, Catherine, quand vous l'entendez dire d'abord qu'elle a une arme à feu, qu'elle serait prête à s'en servir, d'ailleurs, si quelqu'un s'introduisait par effraction chez elle. Après ça, fait « Oups, j'aurais peut-être pas dû dire ça ». Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en plus, avec tous les rires qu'on peut imaginer, là, c'est un sujet très joyeux, les armes à feu, là, on peut le voir dans ce festival de la joie. Écoutez, je suis pas sûre que c'était... Je me demande si c'était intentionnel ou pas. Je pense que oui. Je pense qu'à 40 quelques jours du vote, d'improviser, c'est pas avisé. Donc, je peux pas voir d'autre chose que Mme Harris qui essaie au Michigan de parler sur des thèmes qui pourraient peut-être aller lui chercher quelques votes qui sont présumés du côté de M. Trump. C'est assez risqué, mais probablement que le risque est moins important que la récompense. C'est peut-être ça qui a été le calcul dans ce passage-là de leur rencontre avec le Star System. Michel, là-dessus? Bon, Catherine n'était pas sûre si c'était arrangé. Moi, je suis absolument certain que c'était prémédité et arrangé. Et c'est pas la première fois qu'elle le dit, d'ailleurs. Elle l'a dit tout de suite après la convention. Avant la convention, je veux dire, quand elle a choisi M. Walz comme codicier, qu'il était le meilleur tireur de tout le Congrès et qu'elle aussi, elle avait des armes à feu. C'est dans la... c'est pas dans l'ADN du Parti démocrate de faire campagne en disant ça, mais en même temps, beaucoup de candidats démocrates au niveau local vont le dire parce que le deuxième amendement, c'est quelque chose d'extrêmement populaire aux États-Unis et ça vient contrer une accusation que les républicains ont souvent faite, M. Trump en particulier, que si jamais ils sont élus, les démocrates, ils vont abolir le deuxième amendement, ce qui, incidemment, serait pas mal difficile à faire étant donné la Constitution américaine. Oui, Raphaël, finalement, est-ce qu'on devrait trouver ça habile de sa part? On devrait surtout remarquer ceci, Julie. Depuis le début de la course nouvellement reconfigurée, si on veut, depuis la mi-juillet, Mme Harris, on parle d'improvisation, de manque d'improvisation, là. Mme Harris et son colistier ont donné et sont en voie de donner le plus petit nombre d'entrevues et de points de presse de tout tandem présidentiel-vice-présidentiel de l'histoire moderne des États-Unis. En fait, le colistier de M. Trump, M. Vance, à lui seul, a tenu plus de points de presse que Mme Harris et M. Walz, de façon combinée, ont tenu des entrevues et des points de presse. Donc, il y a à peu près rien, encore une fois, qui est improvisé. Et
On verra au lendemain du vote si c'est payant. Le calcul qu'on va avoir fait, clairement, va avoir été fructueux et on va se dire on a bien fait essentiellement d'avoir une campagne. Alors, ce que vous dites finalement, c'est qu'avec Mme Harris, le clan démocrate joue de la plus grande prudence. Exact. Une prudence extrême, scriptée du début à la fin, incluant l'événement d'hier. Oui, sauf que l'événement d'hier, il reste que, justement, on est dans le star system, on est dans les étincelles, les étoiles, ce genre de déclaration-là. Si on compare avec la campagne de Trump cette semaine, bien évidemment, la semaine avait drôlement commencé, si on remonte à la fin de semaine dernière, avec ce qui s'est passé à son terrain de golf et tout ce qui a des apparences d'une nouvelle tentative d'assassinat. Mais est-ce qu'il fait vraiment campagne? Est-ce qu'on le voit vraiment beaucoup sur le terrain? Tiens, Michel, je vais vous lancer là-dessus. On ne le voit pas beaucoup. On le voit dans des grands rassemblements comme celui qu'on voit à l'écran, mais autrement, c'est une campagne assez distante, ce qu'il fait, et c'est quand même un peu amusant parce que si on regarde les sondages, bon, c'est très serré, donc il devrait être plus présent. Puis même cette semaine, on peut dire qu'il y a, il y a eu quelque chose de presque homéopathique, mais qui aide Mme Harris, là, les sondages en Pennsylvanie, des choses comme ça. Oui, on va les regarder tantôt. Mais M. Trump fait une campagne qui ne surprend personne, très scriptée lui aussi, mais qui ressemble tellement à celle d'il y a 4 ans. Et il faut quand même le dire, il y a 4 ans, il a perdu. Alors, il n'y a pas beaucoup de nouveaux dans la campagne Trump et peut-être un petit peu de relâchement. Oui, de relâchement. Mais il y a des moments un peu organisés, mais on essaie de vendre un peu son image. Raphaël, c'est vous qui nous avez signalé ce qu'on va montrer à l'écran ici. C'est il y a 2 jours, je pense, avant un rassemblement dans la région de New York. Alors, on le voit aller offrir un gros paquet cadeau à un petit enfant malade. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on fait des choses aussi stagées que ça? Puis jusqu'à quel point ça apporte? Jusqu'à quel point ça apporte quelque chose? Raphaël, puis Catherine ensuite. Ce sont les images qu'on voit présentement, d'ailleurs, qui sont extrêmement inhabituelles. On s'entend, là, pour avoir couvert M. Trump depuis des années, c'est très, très rare qu'on voit des images de la sorte. Voici le pourquoi de la chose, Julie. Dans groupe de discussion après groupe de discussion, pour en avoir vu un moi-même il y a quelques jours, absolument fascinant, où on demande à des électeurs indécises aux États-Unis qu'est-ce qui vous fait hésiter par rapport à M. Trump. C'est pas une question de programme ou d'idéologie ou de ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait quand il était président. C'est une question de sa personne. D'un point de vue strictement humain, les réponses qui sortent, son ego démesuré, son manque de discipline, le fait qu'il est irresponsable, son manque de respect, son manque de décorum, etc., etc. Ce sont toujours les réponses qui sortent. Et clairement, si ça devient un concours, et c'est peut-être déjà en train de devenir un concours de personnalité entre Mme Harris et lui, il est destiné à perdre cette course-là. Donc, clairement, son équipe veut redorer son image d'un point de vue personnel. Ça n'a pas grand-chose à voir avec des idées politiques ou un débat d'idées. Ça a tout à voir avec redorer son blason d'un point de vue humain, d'un point de vue, encore une fois, personnel. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on peut vraiment réinventer l'image publique d'une personnalité de la sorte après 10 ans? Qui est déjà archi-connu, en plus. C'est pas un inconnu, Donald Trump, évidemment. Archi-connu et archi-défini, j'en doute. Catherine, là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez de sa semaine de campagne, justement, puis ces espèces d'événements comme ça où on voit... Est-ce que ça marche? Est-ce que ça lui permet? Un peu plus humain, là. Oui, le côté humain. Moi, je suis absolument d'accord avec mon collègue, là. Oui, sur toute la ligne. Pourquoi il l'a fait, effectivement. Et puis, à la fin de la journée, le médium et le message, là, c'est notre Canadien, Marshall McLuhan, qui avait dit ça. Mais c'est ça, on ferme le son de la télé et on voit M. Trump avec un enfant puis un cadeau, tu sais. C'est assez clair. C'est ça qu'on sait. Mais oui, tout à fait. On utilise ça dans les campagnes électorales. Quand on prépare la journée du lendemain ou la semaine, on se dit quel est le message, quel est le visuel, il va être vu avec qui, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans les mains, qu'est-ce qu'il y a derrière lui. Donc, c'est ce qu'il essaie de faire un peu trop tard peut-être parce que, franchement, moi, je me disais cette semaine, M. Trump avait l'élection, il avait l'élection. Et par sa campagne qui a été mauvaise et le fait qu'il est tellement indiscipliné, il se retrouve maintenant avec peut-être une tendance Harris qui se développe. C'est peut-être trop tôt pour le dire, mais donc je pense que ça fait un peu récupération dernière minute. Mais bon, c'est le message, comme disait Raphaël, que ses électeurs lui lancent. Mais j'aimerais vous entendre sur ce qu'il a annoncé. Il a dit que d'ici 2 semaines, il aimerait ça, lui, aller faire un tour à Springfield, la fameuse ville de Springfield, où lui-même a dit, en plein débat, qu'il y avait des migrants haïtiens qui dévoraient les animaux de compagnie. De dire, je vais aller me présenter là-bas, alors qu'on connaît les répercussions pour la ville. On sait le désarroi des élus là-bas, des gens qui ont été victimes de... une espèce de fausse rumeur qu'il allait avoir une bombe, puis là, on fait des évacuations. Il y en aurait eu une trentaine, imaginez. Comment ça serait reçu, effectivement, Catherine, qu'il aille là-bas?
Bien, on le sait un peu, puisque le maire a déjà dit, le maire de la ville de Springfield a déjà dit que c'était pas une bonne idée, qu'il l'encourageait pas. Là. Les gens sont échaudés là-bas, vous l'avez dit. Mais c'est aussi une question d'organisation. Recevoir un président, ça met beaucoup de personnes au travail. C'est une énorme logistique. Le gouverneur de Vine a été dans le même sens. Je ne peux pas voir autre chose que M. Trump qui veut reparler d'immigration et qui s'entête à vouloir personnifier les enjeux d'immigration aux États-Unis avec des situations comme le mangeage de chiens et de chats là, qui n'a pas été prouvé. Peut-être peut-être que nous allons voir la preuve de ça s'il y va. Mais il a dit aussi, je pense que si j'irais, je n'en sortirais pas vivant, là, quelque chose comme ça. C'est peut-être un prélude à ce qu'il n'y ait pas à Springfield. Il a dit d'ici 2 semaines. On verra, là, mais il y a d'autres, on parlait du message, on parlait de l'image, il y a d'autres messages et images beaucoup plus efficaces, je pense, dans une campagne Trump qui pourrait être utilisée que de s'en aller dans le lieu de ce qu'il a prétendu sur les Haïtiens immigrants légaux, pour la plupart à Springfield. Oui, et les Haïtiens, ils ont pris la parole aussi. Il y a eu beaucoup d'entrevues qui ont été accordées. Oui. Hein? Alors, aussi, il s'explique en disant un instant, là, on n'est pas des illégaux, nous, on travaille, on est légitime. Mais les sondages, alors on va voir ce que tout ça a donné avec les sondages. Raphaël, il y en a beaucoup, des sondages. Michel aussi, à un moment donné, on finit par plus savoir comment les lire, mais c'est vous les experts, alors je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez. Michel, je vais commencer avec vous. Alors, un sondage national, on les voit au coude à coude ici. Alors, un sondage Siena, mais si on regarde maintenant le sondage dans les États clés les plus, les plus centraux, là, ceux qui sont les plus significatifs, Pennsylvanie, on voit vraiment Mme Harris qui est en avance. Pennsylvanie, écoutez, vraiment, là, de 6 points ici. Michigan aussi en avance. Bon, Wisconsin, c'est beaucoup plus serré. Mais qu'est-ce que vous retenez de ça, tous ces sondages, Michel? Moi, je regarde beaucoup plus ces temps-ci les sondages d'État que les sondages nationaux qui ne me prennent rien. Ça, c'est les 3 États de ce qu'on appelle le Blue Wall. C'est-à-dire, si les démocrates gagnent ces 3 États-là, ils gagnent l'élection normalement. 5 points d'avance au Michigan, 6 points d'avance en Pennsylvanie, 1 point seulement au Wisconsin, mais c'est quand même des bonnes choses. J'ai remarqué aussi une chose, c'est qu'on recommence à dire que la Caroline du Nord est un État pivot, un État clé. La dernière fois que les démocrates ont gagné ça, c'était du temps de Barack Obama, de sa première élection, pas à sa deuxième. Alors, ça veut dire quand même des bons signes pour les démocrates. Cela dit, vous savez, sondage avec 4 points d'avance avec une marge d'erreur de 4 points, non? Ouais, c'est pas très sécuritaire, disons. Donc, vous restez très, très prudent dans votre lecture de ces sondages. Raphaël? Je l'être encore plus. Avant d'en parler, un point pour rebondir sur ce que Catherine a mentionné par rapport à la mauvaise campagne de M. Trump et de Springfield, parce que je crois vraiment qu'on doit en parler. La dernière fois qu'on était réunis ensemble en ondes, tous les 4, à la fois Michel, Catherine et moi, on vous disait exactement la même chose par rapport à la stratégie de campagne de M. Trump, c'est-à-dire arrêter de parler autant d'immigration, commencer à parler davantage d'économie. Vous savez qui a dit exactement la même chose dans la dernière semaine? Mark Penn, qui est le gourou, l'ancien gourou pour ce qui est des sondages, justement, des Clinton, à la fois Bill et Hillary. Et s'il retourne à Springfield, M. Trump, c'est braquer les projecteurs sur l'enjeu, encore une fois, qui n'est pas prioritaire et une situation qui ne fait qu'enflammer le parti adverse et qui ne fait rien pour aller chercher les électeurs indécis. Donc, il y a ça de dit. Pour ce qui est des sondages, je vais être encore plus prudent que Michel en ce sens-ci. Quand on prend la moyenne des sondages dans les États clés, il n'y a aucun des États où un ou l'autre des candidates a une avance de plus de 2 points. C'est pas simplement une question de marge d'erreur, c'est aussi une question de possible erreur dans l'échantillonnage et dans ce qu'on appelle le biais de réponse. Si on a des erreurs qui ressemblent moindrement à celles qu'on a eues en 2020, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on va avoir un balayage. C'est-à-dire que Mme Harris peut remporter ces 7 États-là comme M. Trump peut remporter les 7. Et dernier petit point pour ce qui est des sondages spécifiques du New York Times, parce que c'est la même firme, le même média qui, la même journée, a rapporté à la fois une avance une avance en Pennsylvanie pour Mme Harris de 4 points et une égalité parfaite à l'échelle nationale. Ça, Julie, ça me semble pour le moins extrêmement difficile à croire. Si Mme Harris est vraiment 4 points d'avance en Pennsylvanie, ils ne seront pas, M. Trump et elle, à égalité à l'échelle nationale. Elle va remporter le vote populaire. Et à l'inverse, s'il y a vraiment égalité à l'échelle nationale, elle ne sera pas 4 points d'avance en Pennsylvanie. Donc, gardons-nous
une énorme prudence par rapport à tout ça. Une énorme petite gêne, c'est le cas de le Exact. dire. Catherine, là-dessus, puis en plus, on disait l'économie, puis vous avez souvent insisté là-dessus en disant c'est ça qui compte pour les Américains. Il reste, on a l'impression que ça s'améliore avec la décision de la Fed cette semaine. Alors, ben, ça change, là, les taux d'intérêt. Ça va être moins difficile pour les entreprises, moins difficile pour les Américains. Ça aussi, c'est bon pour Mme Harris. Mais M. Trump insiste tellement en disant c'est horrible, c'est détruit l'économie dans mon pays. Il y a quand même des gens qui restent sous cette impression là, que forge M. Trump. Oui. Bien, et puis en plus de l'impression, il y a la pratique. Les gens, véritablement, en arrachent, comme on dit, là, à l'épicerie, à la pompe, etc. Là, ça ne s'est pas changé du jour au lendemain. Dans les sondages qu'on a vus tout à l'heure aussi, l'écart sur la question des enjeux, sur qui est mieux pour gérer l'économie et l'immigration, là, mais sur l'économie, l'écart est en train de se rétrécir entre Mme Harris et M. Trump, selon ce sondage-là. Mais je mets aussi mon bémol sur les sondages comme mes collègues ici. Les sondages, il y a des marges d'erreur. Ils se sont trompés dans le passé et le vote républicain est un peu plus gêné, sort plus la journée du vote. Mais la baisse des taux d'intérêt, ça se fait pas sentir peut-être tout de suite. Si on parle, on s'achète pas une maison à tous les jours, là, mais sur les prêts, les cartes de crédit, c'est plus une question de sentiment. Hein. C'est une question de mood économique qui fait que finalement, la campagne Harris qui essaie de dire que l'économie, ils ont réussi à relever l'économie, c'est un bon signe pour eux. Ça va dans le sens de ce qu'ils ont essayé de dire. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour Mme Harris. Elle pourra, d'une manière ou d'une autre, là, coller ça à son bilan, là, comme le font tous les politiciens, même si c'est un peu douteux comme lien. Là, et le timing est là. La Fed s'est défendue en disant on ne fait pas de politique, mais bon, s'il n'avait pas peur de t'accuser d'en faire, il n'aurait pas dit non plus. Là. Bon. Donc, c'est un peu l'air du temps, là, la reprise un peu de la consommation pour aider la campagne Harris. Bon, bien écoutez, il reste 20 secondes. Michel, peut-être un dernier mot? 20 secondes? La baisse des taux d'intérêt va aider, mais elle n'aidera pas assez rapidement pour que ça fasse un effet réel. Les gens vont recevoir quoi? On ne parle pas d'hypothèque, là. Peut-être un relevé de carte de crédit d'ici les élections. C'est pas beaucoup, là. Bon, alors on va se laisser là-dessus. Merci encore pour votre analyse, ce bilan de la semaine. Merci à vous trois. Merci. Merci. Au revoir.